Donc là, on va se retrouver, nous, par exemple, à parler des Game Awards. Oui. Et ça va être bien. Oui. Voilà. Toujours très bien. Toujours très bien, évidemment. On commence l'épisode, je te présente, puisque les gens, ils t'ont déjà entendu peut-être. Mais voilà, quoi. Emilien Amouyal. C'est ça. Artiste 3D. Oui. Game Master. Également. Fan de Baldur's Gate 3. Ça fait partie du CV. Oui. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du CV, ça fait partie de la compétence finalement. mais ouais, du coup, pour reparler des Game Awards, alors on a diffusé pas mal de bandes annonces en extrait. Ça reste quand même assez violent. Hein. On va pas se mentir. Oui. Donc c'est. Mais bon, écoute, on fait avec. J'aurais aimé un peu plus de diversité. Mais ça va venir. C'est avant la fin de semaine là, on arrive à faire un truc un peu chill quand même, parce que c'est horrible. Oui, c'est terrible parce que là c'est que des trucs où ça découpe, où ça. Là j'ai failli mettre un extrait où en gros c'est le jeu machin, il y a la suite et en vrai. Il y a plus d'armes, plus de machin, et en fait t'entends juste un bruit de tronçonneuse. Je me suis dit, je pense que les gens ils ont déjà compris au fur et à mesure des épisodes qu'à un moment donné, on se retrouvait déjà avec un truc un peu violent. Quoi. Après t'as ce côté un peu défouloir, tu vois. Oui, mais bon. Oui, mais bon, ça. Voilà, c'est ça. Il y a pas forcément que ça. Et c'est vrai que des fois, autant on a eu des bandes annonces, tout le monde en a parlé, et en plus, là jusque là, on a fait en sorte de pas en parler, c'est-à-dire voilà, hein, c'est terrible. Hein. Les gens qui ont écouté les 2 derniers épisodes, ils doivent se dire mais ils en ont pas parlé. Ils le gardent pour la fin, c'est pas possible. Oui, effectivement, on l'a mis de côté parce que déjà, on n'a pas parlé de la mise à jour de Elden Ring. C'est vrai. Où en fait, Elden Ring, jeu de l'année d'il y a 2 ans, est un jeu absolument incroyable. Cette année, on l'a eu en nominé vis-à-vis du jeu de l'année, juste par rapport à son contenu supplémentaire, qui équivaut en fait à un jeu. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est clairement un jeu à part. Et à côté de ça, on se retrouve avec là du nouveau contenu qui, pareil, on dirait encore un autre jeu, alors qu'en fait c'est que du contenu supplémentaire où on va pouvoir jouer. Alors l'accent est vraiment mis sur le multijoueur, sauf que c'est encore une autre zone, gigantesque. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Je sais pas si toi t'avais tenté Elden Ring, l'aventure. Absolument pas. Ouais. Pas eu l'occasion. Alors après 2 ans, c'est compliqué de dire ça, mais pas eu l'occasion. Oui, j'ai envie de dire, tu t'es perdu dans Baldur's Gate 3, donc. Oui, c'est pour ça, j'ai pas eu l'occasion. Oui, voilà. On est bien d'accord, mais c'est vrai que Elden Ring, j'ai trouvé que c'était vraiment une vision définitive du genre. C'est-à-dire que par rapport à Dark Souls, je suis passé du 3 à celui-là. Dark Souls 3 était absolument incroyable, mais c'est vrai qu'Elden Ring, il y a une espèce de générosité à chaque instant où même l'armure de base, les équipements de base sont déjà des vrais équipements, c'est pas des trucs que tu jettes au bout de 2 secondes. Oui, okay. Et donc tu vois qu'il y a le côté tiens, en fait on a ça pour toi, et puis en fait tu peux personnaliser ton personnage, non pas avec des cosmétiques, mais là par exemple il y a cette arme qui a cette capacité, il y a ce sort qui peut faire ça, il y a tu vois, et en fait il y a vraiment cette espèce de truc de je m'approprie le monde et j'en fais quelque chose d'absolument incroyable. Prends ça, fais-toi plaisir et on aura peut-être d'autres surprises pour toi. C'est ça. Okay. Là, vu les 2 contenus supplémentaires, celui qui est sorti là, a juste épaté tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais en fait déjà Elden Ring de base, tu vois la montagne au loin et tu peux y aller, et on n'avait pas vécu ça depuis Skyrim. Oui. Voire même si Red Dead Redemption 2 l'avait fait, mais dans le côté western. Le côté oui, tout à fait. Oui. Tiens, la ville là-bas, là, je vais y aller, et puis en fait en vrai tu mets 10 minutes à y aller à cheval, c'est infernal, et en même temps ça fait partie de l'expérience. Et là c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que tu vois le pont effondré tout au loin, et en fait tu peux essayer d'y aller à cheval. Attention, il y a des ennemis sur le chemin. Et eux ils pardonnent pas grand-chose. Non, pas vraiment, mais ouais, l'idée de pouvoir jouer à plusieurs, c'est absolument incroyable. Le fait de l'avoir retrouvé dans les Game Awards, j'ai déplacé le S, encore
cette année avec le DLC, pas celui annoncé mais celui qui est sorti, c'est-à-dire celui avec le contenu pléthorique, bah en fait ça pose la question de savoir si on s'enferme pas dans une suite de suites finalement. Un peu. C'est-à-dire il y a un côté si une cérémonie qui est censée représenter le jeu vidéo, elle se bloque en fait avec des annonces de sortie qui sont des suites, avec des nominations qui sont des suites et des remakes. Bah effectivement, quand on dit que le jeu vidéo et le cinéma sont très proches, Ouais, il y a une espèce de complaisance dans le succès et la réussite de ce qui marche. Pour reprendre du coup l'exemple du cinéma où on a juste à balle de remake, je prends en exemple Disney qui ressort des films, des vieux dessins animés qui refont live action parce que du coup c'est du live action, on sait faire de la 3D maintenant. Regardez, pour nous ressortir des films qui existent déjà, pour les changer, ce qui ça déjà peut parfois être dommage parce que quand tu y vas en mode oh trop bien, revoir Le Roi Lion, les musiques et tout et qu'il y a certaines musiques qu'on saute et des trucs qui changent en mode. Mais je connaissais la chanson par cœur. c'est ça. Où sont les paroles, s'il vous plaît par exemple. Et les jeux, j'ai peur qu'on retombe un peu dans ce truc-là de. On a fait un jeu qui marchait, on va le faire revenir et encore jusqu'à ce que les gens en ont marre. Et là, peut-être qu'on songera à faire des trucs originaux. Mais après, ça fonctionne. Hein, c'est des jeux qui sont assez plaisants tout de même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté originalité, nouvelle découverte, tout ça. Et c'est vrai que du coup, aller, comme on disait, chercher dans les trucs un peu plus indépendants, un peu plus discrets, cachés, bah, ça peut remettre au goût du jour certaines nouveautés, certaines points de vue, nouveaux gameplay que les studios n'ont pas forcément. Parce qu'ils prennent du coup pas de risques, étant donné que c'est des trucs qui fonctionnent et que leur objectif c'est tout de même de vendre les jeux qu'ils font. C'est ça. Parce que c'est l'objectif de base. Peut-être que faire une prise de risque pourrait être une bonne chose pour eux. Bah, c'est en quelque sorte. C'est ce qui a été reproché à certains éditeurs, c'est le fait d'avoir un véritable savoir-faire indéniable, mais de pas être en mesure en fait de l'exploiter à pleine capacité parce que trop peur du marché. Mais au bout d'un moment, en fait, malheureusement, la partie artistique, elle est assez ingrate là-dessus. Quand on parle d'autoréférencement, tu parlais de Disney, on a Marvel qui fait revenir Robert Downey Jr. C'est ça. C'est à un moment donné, vous avez que cet acteur-là en vrai. Enfin, en plus, vis-à-vis de l'arc du personnage de Tony Stark, alors évidemment, l'acteur revient sur un autre perso, mais le fait de le faire revenir, c'est déjà de base de l'autoréférencement, enfin de l'autoréférence. C'est ça, puis ça désacralise un peu l'histoire du personnage précédent. Complètement. Ça impacte énormément même l'écriture. Oui. Typiquement Star Wars 789, le principe de Star Wars 789, c'est de te dire à quel point Star Wars c'est incroyable. Ouais. Ça peut paraître méchant dit comme ça parce qu'il y a des visuels qui sont très beaux, il y a des acteurs, des actrices que je ne connaissais pas et que j'ai découvert là-dessus. On a quand même une bande originale qui vaut le coup, même si qu'on soit d'accord ou pas sur les films. Voilà, on a une orchestration qui marche. Sauf que globalement, le principe même, c'est qu'on a un personnage qui dans la saga Star Wars est fan de Star Wars. Oui. Waouh, il y a Luke Skywalker et en fait il y a Han Solo et en fait, il y a une espèce de truc où tu fais non, mais c'est moi le fan qui regarde un truc, un truc et non pas les persos qui font waouh. Donc c'est assez particulier quand on voit un peu ce fonctionnement-là. Et en même temps, on a des jeux qui évoluent, c'est-à-dire que là, Elden Ring Night Rain, donc c'est le nom de cette nouvelle, de ce nouveau contenu en fait qui est ajouté en payant quand même. Bref, mais c'est pas pour rien. C'est que non seulement il va y avoir donc du multijoueur contre l'environnement, du joueur contre joueur, mais il va y avoir aussi le simple fait qu'il y a le retour du roi sans nom. Et d'un coup, c'est pas pour rien que j'ai parlé de Dark Souls 3, c'est qu'en fait, c'est pas un personnage d'Elden Ring, c'est un personnage de Dark Souls. Et voilà. Et donc, est-ce qu'ils essayent pas de boucler la boucle d'un point de vue histoire, parce que Dark Souls, on est quand même sur un monde à la fois aussi sombre que Elden Ring, mais à la base, c'était un petit peu censé être déconnecté, et en même temps, il y avait certaines choses qui laissaient penser que là, vu qu'on est sur une intrigue qui est à la fois temporelle, à la fois Dark Souls, à un moment donné, vers la fin du 3, ça vous révèle rien sur l'histoire, mais dites-vous que vous êtes dans un niveau où en fait on est sur des continuités qui s'entrechoquent. Donc en fait vous êtes sur des ruines, mais des ruines qui sont pas étendues face à vous, mais qui potentiellement peuvent monter en hauteur.
un peu à la Inception quand vous avez cette espèce de travail comme ça. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. C'est comme si vous aviez des réalités qui étaient ouais, c'est vraiment très très spectaculaire. Donc là, Elden Ring, ça peut marcher de façon absolument incroyable. Et donc, tout le monde attend évidemment de savoir un peu comment ça va se goupiller. Là où il y a des gardiens du temple, Star Wars. Là, vous m'avez écouté parler des 7, 8, 9 comme si il fallait jamais toucher à la série, alors qu'il faut bien tenter quelque chose. On est bien d'accord. Oui. Et c'est vrai que là, celui qui a fait parler, et oui, on va en parler, c'est The Witcher 4. Et oui, avec le personnage de Ciri qui prend la tête dans une bande-annonce qui est aussi sombre que ce qu'on avait avant. C'est juste que là, Ciri, elle est seule. Elle a les 2 épées qu'on reconnaît de Geralt. Elle essaye de venir en aide à un village où ils essayent de sacrifier de manière rituelle et même pire, traditionnelle, une jeune fille, une adolescente, pour l'offrir aux dieux. Sauf que Ciri n'est pas de cet avis. 1, il ne s'agit pas d'un dieu. Et 2, en fait, elle va vraiment l'affronter. Et justement, là, vous avez le moment de l'affrontement avec la chose qui est absolument redoutable parce que ce que vous entendez en termes de murmure, c'est ce que la chose lui insuffle en fait vis-à-vis de tu ne peux pas te libérer de ta destinée, des choses comme ça qui sont très dures et en même temps qui évoquent à la fois Ciri et à la fois justement la posture, la situation de cette adolescente qui était voulue en sacrifice par le village. Voilà. Et là on a Ciri qui va pas être d'accord avec tout ça. Et on écoute ça de suite. Donc, elle n'était pas d'accord. c'est un peu ce qu'on entend voilà, tu peux pas changer ton destin, mais visiblement la bête, voilà, c'est fini. Ça voulait dire non. Ça voulait dire, on verra. plus tard. Et évidemment, The Witcher oblige. L'une des thématiques de The Witcher, c'est que les monstres, les vrais monstres, sont parfois les humains. Donc la bande-annonce se termine avec justement elle qui revient au village après avoir justement sauvé cette adolescente, qui revient avec la tête du monstre. Sauf que le village, tu comprends, c'était la tradition. Alors quand la gamine elle est revenue, en fait ils l'ont quand même sacrifié eux-mêmes. C'est terrible. Et donc du coup c'est le village qui dit à Ciri non mais c'était les dieux qui le demandaient et de dire les dieux, non moi je vois que des monstres. Et vraiment, il y a eu une espèce de levée de bouclier des gardiens du temple en disant ouais, mais The Witcher, c'est censé être avec Geralt, c'est Geralt le Witcher. Je trouve que la thématique de la bande-annonce, elle est propre. Je trouve que Ciri, en fait, est parfaite. Bien sûr. Là-dedans, dans cette thématique-là. Je sais pas ce que toi tu as vu, justement, en plus d'un point de vue graphique. Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'avait marqué ou est-ce qu'on est dans les standards? J'ai vu beaucoup de gens, alors notamment se plaindre de Ciri, du fait qu'elle soit un peu plus âgée, mais ça a du sens. Je veux dire, Geralt, au fil des jeux, on le voit très légèrement vieillir aussi. Pourquoi Ciri en sortirait et je trouve ça très intéressant qu'on ait du coup Ciri en personnage principal. Je trouve ça très très bien. Ça change d'avoir toujours le même personnage, Geralt. Un personnage féminin pour une fois, pour changer, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Oui, puis c'est un personnage qu'on a vu évoluer. C'est quand je parle de Star Wars 7, 8, 9, c'est parce qu'on a un personnage qui s'appelle Rey, qui devient le personnage principal, qu'on n'a jamais vu avant, qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, elle est super forte, mais il n'y a aucune explication, en tout cas au début. Et donc du coup, c'est très difficile d'accrocher à un personnage qui ne rencontre pas vraiment de difficultés. Or là, dans la bande-annonce, le combat contre le monstre, on nous fait bien comprendre que c'est pas de la chasse à la cour, quoi. C'est-à-dire, elle est sur un combat à mort.
sur une entité qui est au-delà d'un sanglier énervé, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une entité qui est consciente, qui essaye de manipuler Siri, qui clairement en plus avec une espèce d'araignée à tête un peu développée. Et en fait, vous avez ce moment où elle donne un coup d'épée et l'autre avec ses pattes non seulement part le coup d'épée, mais en plus bloque l'épée elle-même. Donc il y a vraiment cette idée de difficulté croissante, quoi. Tout à fait. Et justement, on a eu la réponse de CD Projekt parce que alors la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai lu les commentaires, que ce soit sur YouTube, même Facebook. Pour le coup. Ouais, j'ai même lu les commentaires Facebook. J'ai vu plein de commentaires, mais vraiment plein. Alors, c'est la problématique de l'algorithme aussi, par rapport aux chaînes que je suis à côté. Potentiellement, la plateforme choisit des commentaires qui sont là pour me faire rester sur le réseau social, d'accord ? C'est pas des commentaires avec lesquels je suis d'accord, c'est des commentaires qui sont là pour faciliter mon engagement, d'accord ? Et vu que j'engage beaucoup avec des contenus qui sont plus considérés comme progressistes, même si en fait c'est juste dans l'air du temps, quoi. Même bon, c'est plutôt l'inverse, c'est les autres qui sont rétrogrades, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Justement, moi j'ai eu plein de commentaires, y compris d'hommes qui disaient c'est chouette de voir Siri grandir, c'est chouette de voir le personnage évoluer. Siri, c'était un post en fait qui te demandait, tu voyais Siri jeune et Siri à l'âge qu'elle a dans la bande-annonce, qui doit être entre 30 et 40 ans, en vrai. Ouais, qui doit avoir la quarantaine peut-être. Ouais, et du coup, il y a vraiment ce truc-là laquelle version vous préférez. Et en fait, toutes les réponses que je voyais, c'était la version de la bande-annonce, la version âgée. Parce que on l'a vu plus jeune, on l'a vu évoluer, et maintenant on a envie de voir ce qu'elle devient. Alors que malheureusement, selon les plateformes, selon les endroits, on a eu beaucoup de commentaires misogynes. Oui, parce que justement, la réponse de CD Projekt vis-à-vis de ces commentaires-là, c'était deux trucs. Le premier, c'est lisez les bouquins. Parce que The Witcher, c'est une série de bouquins. Et deuxièmement, ça tombe bien parce que la misogynie, ça fera partie de l'histoire. Voilà, alors, la réponse est plus longue que ça, mais je trouve que la résumer comme ça, c'est parfait. C'est très très bien. Non, moi je suis vrai assez content de ce trailer-là. Déjà parce que des personnages féminins en personnages principaux, on n'en a pas souvent et ça fait plaisir. Siri, qu'on voit évoluer, quel bonheur. Oui, bordel. C'est un personnage qui est très intéressant. Et qui promet en plus justement une autre vision sur le monde. Je trouve que c'est plus intéressant de faire évoluer. C'est un peu la discussion qu'on avait au niveau du cinéma avec 007. Oui. Si on avait une actrice qui devenait James Bond, je trouve intéressant à partir du moment où le personnage est introduit dans l'univers et où en fait le personnage ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui récupère l'appellation 007, potentiellement même le nom de code James Bond qui va avec. Comme ça poursuit en fait une espèce de légende, mais qu'on a un personnage qu'on a vu, qui agit de sa façon, et donc du coup on change les règles, mais on poursuit un univers qu'on a connu et on a vu ce personnage-là exister, quoi. Et donc là, Siri, pour le coup, elle devient pas Geralt, elle est Siri, et donc du coup ça va être. Elle devient un Witcher. Parce que le jeu c'est The Witcher, The Witcher. Pas The Geralt. Non, mais c'est bien dit, avec le côté chasseur de monstres, quoi. Oui, bien sûr. Et effectivement, là où Geralt subissait de la discrimination par rapport à son statut de mutant, Siri, potentiellement, elle va avoir de la discrimination par rapport au fait qu'elle est extrêmement puissante, et par rapport au fait que c'est une femme, et par rapport au fait que potentiellement, elle ressemble beaucoup à un Witcher. Oui. Or, dans la saga, normalement, on est censé avoir une mutation qui n'est vécue que par les hommes. Les femmes ne peuvent pas subir la mutation, mais CD Projekt a dit, vous inquiétez pas, dans le jeu, on aborde ça aussi. Vous inquiétez pas. Donc, jusque-là, les jeux ont réussi leur narration systématiquement. Leur mise en scène, absolument incroyable. La mise en scène des jeux The Witcher, vous pouvez faire le 3 directement, vous allez avoir une espèce de truc absolument incroyable. C'était The Great Review sur YouTube qui en avait parlé, où en 2 plans, en fait, il vous montre un personnage, il vous renseigne en 2 plans, sans dialogue, sur tout ce que vous devez savoir sur le personnage, vous l'avez. Donc c'est ce genre de savoir-faire. Donc effectivement, voilà, on a un truc vraiment attendu, je trouve. Et ouais, ça vaut le coup, je pense. Ouais, moi, plus j'en entends parler, plus j'en vois, parce que je n'ai pas fait les jeux Witcher. Je ne les ai pas lus non plus. Je vois à peu près de loin ce que c'est. Plus j'en entends parler du 4, plus j'ai envie d'y jouer. Oui, c'est ça.
C'est exactement ça. C'est l'idée de je suis très pressé de voir ce que vous allez faire avec le perso et quand on voit son rapport justement aux villageois, je trouve ça excellent aussi. C'est-à-dire cette idée de elle qui essaye de sauver cette gamine qui va être sacrifiée, qui en plus avance elle-même toute seule dans les bois parce qu'il l'accompagne pas. Oui, bah non. Voilà. Et quand elle arrive elle à s'en sortir, elle se fait choper. Donc c'est vraiment très très intéressant justement à aborder ça comme thématique de manière très frontale quoi. Et de voir comment justement la communauté joueuse réagit parce que c'est un jeu où c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Donc c'est vous qui allez décider comment se termine une quête par exemple. Donc là c'est les choix narratifs sont assez importants et les conséquences aussi. Bien sûr. À côté de ça, un jeu qui a montré une évolution aussi sur un tout autre sujet. En fait, et là pareil, on sort de la fantasy pour aller sur de la science-fiction. C'est qui porte un 4 aussi, c'est rigolo. C'est Borderlands 4. Borderlands, qui est un jeu de tir à la première personne, de 1 à 4 personnes, dans un univers très coloré. Parce qu'il y a une espèce de, il y a un effet cel shading, donc il y a un effet très dessin animé presque. Oui, c'est ça. Vous avez eu un film qui est sorti, mais on n'en parlera pas parce que je crois que même les personnes qui ont participé au film veulent pas en parler. Parce on parle des Game Awards. Ouais, ça nous arrange. Mais effectivement, l'ambiance, là où on avait un humour, une bande son toujours très 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 balèze avec des titres justement qui ont été connus. The Heavy, c'est un groupe que j'ai connu grâce à Borderlands. Et là, on a une bande-annonce dont l'ambiance reste intéressante, mais elle déstabilise. On a eu du mal à reconnaître le jeu. On écoute ça de suite. Donc on a toujours cette ambiance très musicale, très action, puisque le principe c'est justement de récupérer tout un tas d'armes, dont certaines vont être extrêmement rares et vont être créées procéduralement. Donc l'originalité du jeu, c'est que potentiellement vous tombiez sur, je sais pas moi, une arme de poing qui surchauffe. Et en fait, moi, ce qui me faisait énormément rire, c'est qu'en fait, quand vous tirez, en fait, l'arme de poing, elle vient avec une deuxième arme de poing, qui elle, en fait, est un pistolet à eau. Et en fait, quand ça surchauffe, en fait, vous aspergez votre arme avec le pistolet à eau, ça peut mourir de rire. Vous aviez des armes qui, d'un coup, en fait, j'avais une espèce de fusil de sniper qui faisait 600% de dégâts. Donc c'est gigantesque, mais les balles sont lourdes, donc en fait ça tire à 4 mètres. Donc du coup tu t'en sers comme fusil à pompe, c'est débile. Vous aviez les armes AIA, où en fait les armes elles ont une personnalité propre, et en fait j'avais un fusil à pompe dont, ça c'était dans le 2, j'avais un fusil à pompe qui était pacifiste. Donc en fait à chaque fois que tu tires sur quelqu'un c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait ? Ce type-là il avait une famille, pourquoi t'as fait ça ?» Voilà. Donc en gros vous aviez ce genre d'humour, et autant cet humour-là très décalé, très Mad Max décalé, marché d'enfer, notamment dans Borderlands 2 et le pre-sequel. Franchement, je vous les conseille si jamais vous les avez jamais fait, parce que ils ont un côté très... des fois, c'est vraiment un humour débile. Voilà quoi, c'est vraiment débile. Hein. Mais de l'autre côté, il y avait un côté rythmique qui marchait super bien. Par contre, effectivement, Borderlands 3 avait un humour pipi caca qui marchait pas des masses. Le côté c'est drôle parce que ça hurle. Moi personnellement j'accrochais pas, et visiblement la communauté non plus. Ce qui fait que là on a Borderlands 4 qui est annoncé avec un côté, alors visuellement ça reste pareil, mais la bande-annonce n'a pas une seule blague. Alors là clairement le truc c'est et de l'aveu même des développeurs, il y a le côté alors en fait on a bien compris, du coup alors oui il y aura toujours des toilettes dans le jeu.
Donc, oui, parce qu'en fait, quand vous ouvrez les toilettes, il y a des armes qui peuvent sortir. Enfin, c'est ce genre d'humour, d'accord. Mais de l'autre côté, comme il disait, ouais, on a compris, on va faire un truc un peu plus sérieux quand même. Je sais pas ce que toi t'en penses. Parce que toi, Borderlands, t'avais justement eu du mal aussi à accrocher. Pas forcément du mal. Je trouvais que ça allait super vite. En vrai, au tout début, c'est assez bien. C'est très rythmique. Ouais, j'ai pas eu l'occasion de les finir. Après, moi, j'ai aussi commencé par Tiny Tina's. Ah oui, qui est en fait la version fantasy de Borderlands. C'est ça. Mais qui en fait est racontée. En fait, c'est une partie de jeu de rôle racontée par un des personnages de Borderlands. Et donc, vu que c'est un jeu de rôle fantasy, vous êtes plongé dans le monde fantasy qu'elle vous raconte, mais avec comment vous dire des armes modernes. Oui. Voilà. Donc c'est tout le oui. Et là, ça marchait bien parce que celui-là, c'est le seul que j'ai pas fait de la série. Moi, j'avais bien aimé. Après, j'avais pas forcément trop de références par rapport aux autres, donc moi, j'avais bien aimé. Je trouvais ça sympa. Je sais pas trop les retours qu'il y a eu sur ce jeu. J'ai pas forcément. Je préfère me faire moi mes propres idées plutôt que d'écouter ce que pensent les gens. Je l'avais trouvé sympa. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est carrément. Ça marche bien. En fait, ce qui avait énormément relancé le débat sur l'humour, c'était le Telltale Borderlands. Où en fait vous avez un humour qui, pour le coup, par rapport aux 3, où encore une fois c'est vraiment du pipi caca, quoi. Vous avez ce niveau là d'écriture où justement il y a des blagues tout le temps, mais elles sont hors de propos ou trop. Là justement, le Telltale Borderlands qui vous propose une version très narrative, et c'est pas le même studio qui s'en occupait, puisque c'est ceux qui ont fait Wolf Among Us, qui ont fait le Telltale's Expanse, qui est absolument incroyable. Et là, quand ils s'en sont occupés de Borderlands, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez 2 gardes qui interceptent un personnage, le personnage qui prend un otage, et les 2 gardes qui sont jaloux. Du coup, en fait, il y a l'un des 2 gardes qui prend son pote en otage en disant moi aussi je peux jouer à ça. Et du coup, vous avez un garde qui se retrouve otage d'un autre garde. Enfin voilà, c'est ce genre de truc où en fait sur le moment c'est débile, mais ça marche parce qu'en fait c'est tellement inattendu, vous pouvez pas vous attendre. Voilà, quoi. Tout comme le principe de mettre un flingue sur sa tempe en disant ouais, mais si jamais je me tue, vous aurez jamais l'information. Et t'as l'autre garde qui met un flingue sur sa tempe aussi, hein, en mode ah ouais, ben moi si moi je me tue, il y a plus personne pour surveiller. C'est nul. Mais je sais pas pourquoi ça marche. Parce que c'est stupide et illogique. Oui. Alors que des blagues pipi caca, bon, ça fait enfant, quoi. Oui, c'est ça. Donc en tout cas, voilà, il y a un côté, très volonté de se recentrer. Et comme il disait lui-même, voilà, si le mot skibidi apparaît dans le jeu sous ma direction, c'était du coup Sam Winkler. Il a dit je vais lâcher une larme. Sous-entendu, voilà, on abandonne ce type d'humour-là. On a bien compris que ça vous plaisait pas trop, et on va essayer de faire un truc plus correct. Sérieux, ouais. Voilà, quoi. Là où The Outer Worlds 2 a été annoncé aussi, et c'est le fameux, donc toujours sur l'ambiance science-fiction. Par contre, c'est eux qui sont partis sur les nouvelles armes, et là t'entends le truc de tronçonneuse. Sauf que, paradoxalement, le fait qu'ils te montrent en fait un truc que t'as déjà vu dans d'autres jeux, en fait ça te marque moins. Oui, parce que t'as cette référence de ailleurs, et t'as plus l'impression que c'est une espèce de tentative, pas de copie, parce que c'est pas le cas, mais de référence de production plutôt que d'innovation. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est là où l'autoréférencement a une limite. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de se réinventer. Et je pense que c'est là où on va avoir des gros jeux qui vont avoir du mal, et d'autres jeux plus indépendants peut-être, ou alors des studios qui décident de se dire, en fait, on tente le tout pour le tout. Et c'est là où des fois ça paye, parce que c'est là où en fait tu vas chercher les joueurs, les joueuses, justement sur un terrain absolument nouveau, quoi. Comme on citait tout à l'heure, quand les développeurs font des jeux parce que c'est des jeux auxquels eux voudraient jouer plutôt que pour essayer de vendre le jeu, ça fonctionne. C'est ça c'est le PDG de l'Ariane qui a sorti Baldur's Gate 3, qui a fait le petit discours vis-à-vis des Game Awards, et espérons que certains studios et éditeurs entendent cet appel, s'ils le peuvent, parce que c'est pas toujours évident, Je évidemment. vois pas de quoi tu parles. En tout cas, on aura encore cette petite occasion de parler. On a parlé de gros jeux. La question, ça va se poser aussi vis-à-vis de la dichotomie des gros jeux et des petits. Mais ça, on aura le temps dans l'émission Un Pixel Près, évidemment. En attendant, on vous souhaite une super fin de journée. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.